Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur le plateau d'Atmosphère. Atmosphère consacrée ce soir à la pollution lumineuse. Vous savez, on fête aujourd'hui quasiment le 400e anniversaire de l'utilisation de la première lunette astronomique. Eh bien, il est probable que si Galileo Galilei, l'Italien qui est le premier à regarder le ciel avec un outil optique, eh bien, s'il essayait de refaire aujourd'hui les mêmes observations, il n'y parviendrait probablement pas en raison de la pollution lumineuse. Avec nous ce soir, trois invités pour en débattre. Arnaud Leroy, vous êtes astronome amateur, vous êtes également membre de l'association pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne. À côté de vous, André Braic, vous avez projeté vos yeux jusqu'aux confins du système solaire pour pouvoir regarder un petit peu à quoi ressemblaient les planètes. Et puis Christian Bourdeil, également, vous êtes le président d'Uranoscope, une association internationale pour défendre les communications des astronomes vers le grand public. Et vous êtes également, je le précise, maire adjoint d'une petite commune de la banlieue parisienne. Alors, qu'est-ce que la pollution lumineuse? Eh bien, pour le savoir, on va vous répondre à ces questions. Mais avant, on a été interroger le grand public et vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup d'inconnus qui demeurent dans ce secteur. Bonjour, savez-vous ce qu'est la pollution lumineuse? Non, je sais pas. Non, je sais pas ce que c'est exactement. C'est ça, non, la pollution lumineuse? Le soleil, les UV. Le soleil, oui. Moi, je pense que ça doit être le fait, de laisser... ça doit devenir des réverbères, déjà. J'ai vaguement entendu parler comme quoi ce serait toutes les lumières des villes qui pollueraient, entre guillemets, qui donneraient une trop grande consommation de lumière. Mais après, j'ai aucune idée. Pensez-vous que ce soit un problème important ou au contraire assez marginal, secondaire? Ça jouer sur l'énergie quand même. C'est important quand même. On peut avoir chacun le droit de voir les étoiles. Ça peut sûrement porter préjudice pour certains problèmes autres que celui-là. Non, je crois pas. Je crois pas. À moins que ça sera prouvé scientifiquement, mais... Je sais pas, je pense pas. Je pense que ça doit quand même influer sur le sommeil, à mon avis. Hein. Quand il y a du soleil, sinon quand il fait un peu de la lumière, j'arrive pas trop à dormir. Je dors dans le noir, absolu. Si un peu de lumière, ça me gêne, donc je dors pas. Moi, j'ai pas eu cette chance. J'ai un réverbère en face de ma fenêtre. Donc je sais tout le temps, ça me gêne. Tout le temps la lumière allumée. C'est comme si je dormais dans le jour. C'est pareil, on peut pas trop parce qu'on n'a pas les volets adéquats ou quoi que ce soit, mais on essaye. Est-ce que vous avez déjà vu un beau ciel étoilé? Oui. Dans quelles circonstances? Beaucoup en montagne et un peu au bord de la mer aussi. Pareil. En été, on le voit un petit peu de temps en temps quand c'est bien clair, mais sinon, on le voit rarement. Faut être à la campagne, ils sont lumineux. À la campagne, oui, mais pas ici. Ça fait longtemps. À Paris, non, on n'a pas spécialement vu. En fait, j'ai jamais vu en fait. C'est vrai. Alors André Braic, la pollution lumineuse, c'est vraiment la plaie pour les astronomes? Oh, pas que pour les astronomes, c'est une plaie pour beaucoup de raisons. Première plaie, c'est culturel. Les hommes ne voient plus le ciel actuellement sur Terre. 50% de la population de la Terre ne voit plus la Voie lactée. Or, la voûte céleste, c'est un élément de culture essentiel. C'est comme ça que l'histoire humaine a commencé. C'est comme ça que nos ancêtres les Grecs, en posant la question des relations entre l'homme et le ciel, ont posé les fondements de la philosophie. Oui, mais alors, pourquoi est-ce que c'est une pollution? C'est une pollution pour plusieurs raisons. Alors j'ai juste parlé de l'homme. C'est une pollution des astronomes. C'est une pollution pour les animaux nocturnes. C'est une pollution parce que c'est une perte d'énergie. C'est une pollution parce qu'on dort moins bien pour le sommeil. Donc pour la santé, pour les animaux, pour les scientifiques, pour la culture, c'est une plaie complète. Et donc j'ai toujours dit que dans les campagnes municipales, je voterai pour le maire qui supprimera l'éclairage public parce qu'enfin on verra la voûte céleste, objet de culture, et le voleur trouvera la voûte céleste plus intéressante que votre portefeuille. Voilà, mais quand vous regardez la voûte céleste, quel est le problème en fait? Eh bien, simplement, pour voir le ciel, pour en profiter complètement, il faut qu'il n'y ait aucune lumière dans les, je dirais, les 25 km aux alentours. Et il faut que les yeux n'aient vu aucune lumière dans le quart d'heure qui précède. Ce qui fait qu'une fois, je me souviens, répondant à la question d'un journaliste sur un plateau de télévision, je vantais les mérites de la nuit des étoiles avec les météorites qui tombaient. Le journaliste me demande, mais à quelle heure faut-il voir ça? Je dis quand la Terre est en avant, vers 2 h du matin. Et la chaîne de télévision a reçu le lendemain 2000 lettres de lecteurs qui ont protesté en disant, on a veillé toute la nuit, on s'est mis sur le balcon, on n'a rien vu. J'ai oublié de dire qu'il fallait pas se mettre sous un réverbère, parce qu'on n'en voit rien. Ça me paraissait tellement évident. Et donc, le problème, il est profond. Il faut arrêter ça. Je crois qu'il y a une loi qui est en train de passer au Parlement sur ce sujet. Il est important et urgent de le faire. Alors Christian Bourdeil,
Corday, vous êtes vous-même un astronome amateur et confirmé quand même, il faut le dire. Ça vous a vraiment gêné, vous, quand vous regardiez par exemple une galaxie ou un nuage, une constellation? Bien sûr, on est de plus en plus gêné et en plus on perçoit d'année en année que le problème vraiment est de plus en plus grave parce qu'on éclaire trop et on éclaire n'importe quoi. Si on éclairait au moins des choses utiles, si on éclairait le sol, ça se passerait mieux. Là, c'est vrai que nous sommes dans une société... On y reviendra concrètement pour voir ce qu'on peut essayer de faire pour corriger. Mais alors, Arnaud Leroy, bon, vous avez mis l'œil au télescope régulièrement dans la banlieue parisienne. Vous réussissez à voir le ciel encore avec ? Alors aujourd'hui, je pourrais dire qu'effectivement, ça devient très difficile et que le meilleur outil de l'astronome amateur, ce n'est pas le télescope, mais c'est la voiture. Il faut s'éloigner absolument des agglomérations pour commencer à retrouver le ciel. En région parisienne, il faut aller sur l'est de la Seine-et-Marne pour commencer à revoir la Voie lactée. Ça devient très difficile. Qu'est-ce qu'on peut voir en fait en région parisienne ? En région parisienne, on pourrait, en général, proche des agglomérations, ne plus profiter que des planètes. On peut profiter de la Lune, mais en fait, le reste de la voûte céleste n'est plus accessible. Alors vous savez, on a coutume de dire que Paris c'est la ville lumière. Le fait est que à Paris il y a quand même beaucoup d'éclairage et on va essayer d'aller voir un petit peu pourquoi l'affaire est complexe, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on n'éclaire pas suffisamment, notamment les personnes un peu âgées qui risquent de tomber sur les trottoirs. Alors on va voir, les services techniques font ce qu'ils peuvent. Que pensez-vous des éclairages de la ville ? Je pense qu'ils sont souvent inutiles parce qu'ils éclairent pas ce qu'il faut. Suffisamment correct. C'est pas mal. Suffisant. Je dirais que le rôle premier de l'éclairage, c'est d'assurer donc la sécurité des biens, des déplacements, pour tout l'ensemble des usagers, qu'ils soient piétonniers, automobiles, transports en commun et autres. Donc ça, c'est notre rôle premier. Et là-dessus vient s'ajouter, bien sûr, une valorisation de la ville. C'est-à-dire un piéton, par exemple, qui traverse le long d'un jardin qui est totalement dans le noir. Il y a un sentiment, je ne dis pas qu'il y a une insécurité obligatoire, il y a un sentiment d'insécurité qui s'établit. Donc tout l'art est d'essayer de donner un paysage lumière aux passants, qu'ils soient piétons ou automobilistes, tout en évitant d'apporter un surcroît de lumière qui peut être nuisible tant à la personne qui habite à côté de cet espace qu'à la protection du ciel nocturne pour les astronomes et autres. La protection du ciel n'est qu'une conséquence de ce qui avait été établi il y a 10 ou 15 ans, mais qui avait été établi, elle, pour des questions d'économie d'énergie, essentiellement. Que pensez-vous des éclairages des monuments historiques ? Ah, c'est pas mal. La nuit, c'est très chouette. C'est du gaspillage aussi, mais pas mal. Mais c'est du bon gaspillage, on va dire. Si c'est bien fait, je pense que ça peut être bien. Une mise en lumière d'un bâtiment, dans le temps, on savait qu'éclairer le bâtiment de face, en lui projetant une quantité de lumière énorme. Au jour d'aujourd'hui, on va travailler le bâtiment en mettant la lumière à l'intérieur du bâtiment, en venant chercher une modénature avec des puissances beaucoup plus faibles parce qu'on va cibler ce que l'on veut éclairer. La ville de Paris elle-même, s'est engagée dans un plan climat visant à réduire sa consommation énergétique, ce qu'elle fait déjà en matière d'éclairage depuis plusieurs années. La consommation énergétique parisienne liée aux installations d'éclairage diminue régulièrement chaque année. Et la ville de Paris a l'ambition de la diminuer encore pour atteindre les moins 30% à l'horizon 2020 par rapport à la consommation de référence de 2004. Que pensez-vous des enseignes lumineuses des commerces qui restent allumées toute la nuit ? Ah ben ça, c'est vrai que je trouve ça pas écologique. C'est eux qui payent. C'est bien, mais après ça peut gêner les riverains qui sont à côté. Ouais. Mais ça, on peut résoudre le problème. Il y a un groupe de jeunes qui fait ça tous les soirs. Ils éteignent les magasins avec le système de sécurité. On nous bassine à longueur de journée avec l'écologie. Et moi, j'en ai marre des paroles et je pense qu'un petit acte symbolique, même s'il n'est que symbolique, c'est toujours mieux que des paroles et toujours des paroles. Comme on peut se dire, tiens, après avoir bu un coup, on peut dire, tiens, on va faire une partie de cartes, on va dire, tiens, on va éteindre des néons, hop, on a bu un coup, et on va faire le boulevard Saint-Germain, et puis on rigole, on essaie de trouver des techniques, comment on peut se faire la courte échelle, comment on peut mettre une poubelle pour aller un peu plus haut. Tiens, celui-ci, j'ai jamais fait. Enfin, donc du coup, c'est comme un jeu qu'on peut faire, on se réapproprie l'espace urbain. Sur le site, on met à disposition, pour les gens qui ne connaissent pas le plan du néon, tous les outils pour pouvoir comprendre comment ça marche, est-ce que oui c'est légal, est-ce que non, est-ce que je peux avoir des problèmes. On met un petit tract aussi à disposition des gens qui veulent faire ça, pour mettre sous la porte du commerçant, pour lui expliquer la démarche au final, et dire voilà, nous avons éteint votre lumière parce que nous considérons que c'est un gâchis incroyable,
Nous espérons que vous comprendrez notre geste et que vous en tirez les conclusions et que vous saurez de vous-même ne pas allumer la lumière à un moment où vous n'êtes pas là, où ça ne sert à personne et où l'éclairage public finalement suffit à éclairer la rue. Ah. C'est l'allumeur de réverbère. Voilà, exactement, ça existe toujours ce nouveau. Ça existe toujours. C'est ceux qui vont. C'est la crise, on essaie de faire des nouveaux emplois. Oui. Évidemment, on sait que c'est dérisoire, mais on se sent utile quand même, quoi. Donc c'est un peu comme tous les trucs de il faut éteindre son. Voilà, il faut fermer ses robinets, il faut éteindre ses verres, etc. C'est un peu dans le même ordre d'idée, bah tiens, là ça coûte rien. Et puis ça reste bon esprit, et les gens veulent le faire. Tous les interrupteurs auxquels on s'attaque dans les villes, finalement c'est sur la voie publique, donc y a pas on ne s'introduit pas dans une propriété privée, quoi. Donc c'est là où effectivement on respecte la loi. La vue c'est quand même le premier sens chez l'être humain, donc finalement on s'en rend même plus compte, quoi. C'est une espèce d'image subliminale, quoi. En fait tout est lumineux et on fait même plus gaffe à ça, quoi. C'est un peu... Il n'y a rien de plus beau que la nuit pourtant. Et oui, il n'y a rien de plus beau que la nuit quand elle est vraiment profonde et noire. Alors des milliards de watts en fait pour produire des milliards de luxe qui viennent polluer. Alors Christian Bourdeil, vous dans votre commune, qu'est-ce que vous faites pour éviter d'avoir trop de pollution, trop de dépenses de l'autre côté, pour éviter aussi les interventions des commandos, on le voit, qui vont peut-être sévir, je ne sais pas. Comment ça se gère dans un conseil municipal ? Ça se gère pas toujours facilement parce qu'effectivement, c'est toujours le sentiment de sécurité. Dès qu'on parle de pollution lumineuse et donc de limiter la lumière, on aurait tort que sécurité, alors que le problème de la sécurité est ailleurs. Donc nous, à Gretz-Sarmainvilliers, on a une politique de sensibilisation et je pense que dans les années à venir, on va réussir à amoindrir un petit peu donc, cette pollution lumineuse par une politique d'abord pour convaincre. Mais alors très concrètement, ça veut dire quoi, convaincre ? Pour faire quoi ? Déjà que convaincre effectivement qu'il y a trop de lumière, c'est déjà un point important. Et après, d'avoir des lampadaires qui éclairent beaucoup plus le sol, hein, que d'éclairer le ciel, d'éclairer les arbres. Et puis aussi, peut-être aller encore un petit peu plus loin en utilisant des techniques, parce qu'aujourd'hui la technologie évolue très rapidement, pour pouvoir avoir des lampes qui sont bien meilleures qu'avant. Donc c'est ça le souci. Arnaud Leroy, ça vous est arrivé par exemple d'avoir envie de jeter des pierres dans un réverbère pour s'en débarrasser ? On pourrait dire qu'effectivement ça a été un moment des sentiments de ras-le-bol, effectivement, on n'avait pas vraiment de possibilité d'agir. Et aujourd'hui, le fait de se mobiliser à plusieurs pour sensibiliser les gens, comme les élus, pour leur dire qu'il existe des technologies et des moyens de faire comme il faut, juste, hein, ne pas éclairer trop, mais éclairer de manière suffisante pour la sécurité des personnes. Je pense que c'est tout à fait envisageable aujourd'hui et donc on peut faire pacifiquement les choses tout en expliquant. Mais vous avez le sentiment que ça progresse quand même ? Oui, il y a un net progrès, une sensibilité des gens à écouter. Avant, on n'avait pas d'écoute réelle et aujourd'hui, l'écoute est quand même plus importante. Alors, André Braic, à une époque, il y avait des techniciens qui envisageaient d'aller dérouler des rouleaux d'aluminium sur la Lune pour pouvoir éclairer naturellement le côté obscur de la Terre. Vous étiez pour ou contre finalement ça ? Non, c'est une folie, c'est une folie complète. Il est clair que, pour toutes ces raisons qui sont, je répète, les animaux, l'astronomie, la culture, etc., il faut limiter la lumière. Et je dirais même que dans la nuit, moi j'ai un sentiment de sécurité. C'est beau, on voit la nature, on a les odeurs de la nature, on a tout cela. Et une lumière crue, ça ne change absolument rien. Donc comme on l'a dit, il faut éduquer. Ça me paraît la première solution. En plus, dans le cadre d'économie, eh bien, je pense que tout le monde se rend compte qu'on économise. Et là aussi, des marques au sol sont suffisantes sans éclairer. Bon, il faut prendre son temps. Mais vous savez, l'astronome, il a son temps. L'astronome, il résonne en millions d'années. On n'est pas à un siècle près. Et donc, on y arrivera. Et donc, l'éclairage urbain, il va se diminuer dans les siècles qui vont venir. Mais vous-même, vous n'avez jamais eu des photographies astronomiques qui étaient rayées par le passage d'un satellite astronomique, par exemple ? La pollution, c'est pas aussi vous qui la faites ? Parce que, comment dirais-je, d'une part, ce qu'on fait, c'est pas des photographies. Souvent, c'est des specs, des choses comme ça. Donc, et dans les longueurs d'onde où on est, il n'y a pas d'émission sur ce qu'on regarde. Le satellite, il passe pas à bon endroit, etc. et autres. Et on n'a pas eu ce genre de problème. Mais par exemple, la radio, de temps en temps, va perturber mes collègues qui travaillent en radioastronomie. C'est une autre forme de pollution qui n'est pas lumineuse, mais qui sont des lumières à d'autres longueurs d'onde. Donc, effectivement, les sources de pollution, elles ne sont pas uniquement sur la lumière. Elles sont dans beaucoup d'autres choses. Oui, parce que les satellites qui sont, comme Hubble, par exemple, au-dessus de l'atmosphère, ne sont pas vraiment pollués par la lumière de la Terre, quand même.
Non, parce que là, il y a un programme qui fait qu'on regarde dans une direction donnée. La différence qu'il y a quand on est hors de l'atmosphère, c'est que dans l'atmosphère, la lumière diffuse. Donc même si la lumière est à côté, on va avoir un petit peu de lumière parasite. Quand on est dans l'espace, le ciel est parfaitement noir, et si on focalise dans une direction, ça marche bien. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas que les détecteurs pointent le soleil, parce que là, on détruit le détecteur. Donc on sait faire pour ne pas pointer la Terre, le soleil, ce qu'il ne faut pas. Donc là, pas de problème dans l'espace. Mais dans l'espace, c'est pas très confortable. Donc c'est déjà sur Terre, résolvons le problème. Voilà, mais alors sur Terre, justement, quels sont les effets sur l'organisme, sur la faune, par exemple, aussi? Eh bien, nous avons été rencontrer 2 spécialistes qui vont répondre à toutes ces questions. La lumière, elle peut agir sur plusieurs endroits. Elle peut agir déjà sur l'œil, sur la rétine. En imprégnant la rétine de photons, donc de lumière, on va pouvoir faire sécréter de la mélatonine la nuit qui va organiser finalement le rythme veille-sommeil. C'est-à-dire qu'avec la lumière, on arrive à faire qu'on ait un bon contraste éveil-sommeil, donc dormir mieux pour ceux qui dorment mal et être plus éveillés pour ceux qui ne sont pas éveillés. Ceux qui se lèvent tard le matin, les retards de phase, qui se couchent très tard, nos adolescents ont besoin de lumière le matin pour se traiter, pour aller mieux. L'adolescent, il a un besoin de se coucher plus tard pour plein de raisons, et il a son retard de phase qui vient déjà d'office. D'autres, ces personnes âgées, par exemple, se couchent trop tôt, et donc se réveillent dans la nuit, et ne peuvent pas rester le soir éveillés pour plein de raisons, comme d'autres auront besoin, au contraire, d'avoir un peu une lumière, comme des enfants, par exemple des tout petits, qui ont besoin d'avoir une lumière d'ambiance pour s'endormir, parce qu'ils ont peur du noir. On nous inculque quand même pas mal dans notre société que si quelqu'un n'est pas gentil, on le mettra dans le noir, on le mettra à la cave, on le mettra dans le noir. Enfin, la nuit n'est pas quelque chose de honorable dans notre société. On n'aura pas les mêmes soucis en Afrique, par exemple, où l'éclairage est bien moins important et surtout il y a une campagne moins peuplée et avec beaucoup moins de lumière, et ils n'ont pas de problème de sommeil vraiment. Il y a des gens qui ont beaucoup moins de problèmes de sommeil que nous. La lumière est quand même quelque chose qui tue énormément d'insectes. On n'incrimine sans doute pas assez à la lumière cet effet négatif de destruction des insectes ou même des oiseaux. L'abondance de l'éclairage nocturne a-t-il un effet significatif sur la faune? C'est difficile de quantifier précisément ce qui est dû à la pollution lumineuse et aux autres sources d'interaction des activités humaines. La pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution des sols et la pollution lumineuse vient se rajouter tout un tas de facteurs qui vont interagir et modifier les paramètres des milieux et influencer les espèces animales et les espèces végétales. Alors il y a certaines espèces qui sont plus particulièrement menacées par la pollution lumineuse. Il y a par exemple les papillons nocturnes, qui est une espèce dont la menace est directe par l'éclairage artificiel, puisque les mâles, s'ils sont exposés à un éclairage artificiel, la spermatogénèse ne peut pas se faire et donc il n'y a pas de reproduction possible. Pour les oiseaux migrateurs, on sait depuis longtemps que certaines espèces migratrices sont attirées par l'éclairage artificiel. Donc les phares côtiers ont de tout temps attiré de nuit des grands rassemblements d'oiseaux migrateurs et on assiste parfois à des hécatombes. Une grosse quantité d'oiseaux vont être attirés par les lumières au sol et venir ensuite percuter soit les vitres du phare, soit les superstructures qui se trouvent sur lui, c'est-à-dire les antennes, les câbles, etc. Et à tel point que sur certains sites, comme le phare du Cap Griné, donc dans le détroit du Pas-de-Calais, les habitants locaux avaient l'habitude de venir avec des brouettes le matin au pied du phare, récupérer les oiseaux morts pour les envoyer ensuite sur le marché de Paris pour alimenter la capitale en nourriture fraîche. Quelque chose de beaucoup plus pernicieux, ça peut être le dérèglement de l'horloge biologique interne. Ces oiseaux migrateurs qui se dispersent sur de grandes distances, peuvent parcourir des milliers de kilomètres, ont besoin de cette horloge biologique interne très précise pour s'orienter. C'est-à-dire que si on dérègle cette horloge biologique de quelques minutes, ça peut conduire les oiseaux à se tromper soit en latitude, soit en longitude. Et ça peut conduire là aussi à une mortalité massive, puisqu'il y a des étapes infranchissables ou difficilement franchissables, comme par exemple la barrière des Alpes. Et les oiseaux migrateurs ont pris l'habitude de s'arrêter en amont ou en aval de ces obstacles pour refaire du carburant. Et si l'horloge biologique est déréglée, ils peuvent s'arrêter trop tôt ou trop tard et donc soit tomber en pleine montagne, soit en plein désert, soit en pleine mer. Alors Arnaud Leroy, je le répète, vous étiez un astronome passionné, mais vous êtes également un amateur de l'environnement et de la faune. Alors vous pensez que c'est si grave que ce qu'on vient d'entendre ? Mais effectivement, en fait, les études étaient peu nombreuses il y a quelques années et aujourd'hui, on commence à se rendre compte que l'impact de la lumière, en fait, au début, c'était que les astronomes qui ont parlé de pollution lumineuse et aujourd'hui, on regroupe plein d'organisations qui étudient donc les oiseaux, les insectes,
et également la flore, hein, plus curieusement, on pourrait dire les impacts de la lumière également sur la flore. Et donc ça a une incidence non négligeable. Effectivement, on n'est pas toujours en mesure de quantifier. Mais... Voilà, on a vraiment des points de repère parce que finalement, l'image qu'on voit derrière vous, qui a été réalisée par des satellites et qui montre cette pollution lumineuse vue depuis l'espace, en fait, c'est une pollution toute récente puisqu'il y a un siècle seulement, on a inventé, Thomas Edison, la lampe à incandescence. Et avant cette invention, j'avais envie de dire que la Terre, elle était noire la nuit. Donc, on n'avait pas non plus d'observation de la faune à cette époque-là. Donc, comment est-ce qu'on peut vraiment comparer il y a un siècle avec aujourd'hui et savoir si ça va si mal? En fait, les études sur l'impact sur le vivant se constatent en fait d'année en année. On a aperçu qu'il y avait des zones en fait qui étaient proches des agglomérations où les espèces migraient dans des zones plus sombres pour pouvoir se reproduire. Aujourd'hui, lorsque vous baladez en pleine campagne, même en région parisienne, en Seine-et-Marne, vous apercevez que les animaux sauvages ne sont plus apeurés par les phares de voitures, ils se baignent dans une lumière permanente. Donc en fait, ça ne les surprend plus de voir des automobiles qui et on écrase les lapins. Voilà, on écrase les lapins et on risque de rencontrer les sangliers, des choses comme ça. Bon, les sangliers, on va essayer de les éviter quand même parce que c'est un peu dangereux. Alors, André Braic, en fait, pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, philosophiquement, est-ce qu'on peut dire que cette pollution lumineuse vient changer, en fait, la présence de l'homme sur Terre? Complètement. Et ça, je l'ai éprouvé il y a 2 ans, où j'avais été voir une éclipse de soleil dans le désert du Ténéré, dans le nord du Niger, là où les Touaregs sont rebellés contre les Aoussa. Eh bien, cette population du désert connaît bien le désert, et donc j'étais dans les mains du rebelle, donc je ne risquais pas d'être pris par l'armée. Et donc, j'ai vu cette éclipse de soleil, et là, il n'y avait pas une lumière à 400 km à la ronde. Alors, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a rien, c'est un désert. Donc, mes amis rigolaient, sachant que j'aime bien un certain confort, que j'ai jamais campé de ma vie, etc., disant, André, il ne va jamais tenir le coup dans le désert. Alors, j'y étais, j'ai acheté une tente, il paraît que c'est comme ça, ma tente, j'y ai mis mon sac, j'y ai mis mes affaires, et puis je suis resté à l'extérieur, c'est beau. Et là, je me suis allongé, et je suis pourtant un astronome professionnel, et donc j'ai été au Chili, à Hawaï, en Australie, régulièrement observé, mais dans les observatoires, il y a toujours un petit peu de lumière, du restaurant d'à côté, de la coupole, etc. Et là, j'étais dans un noir complet. Allongé, j'ai vu ce ciel. Vous voulez dire que là, vous avez enfin vu le ciel pour la première fois de ma vie. Pour la première fois de ma vie, alors que ça fait 40 ans que je fais de l'astronomie. Et là, j'ai eu l'impression, puisque je n'avais rien sur la Terre, j'avais l'impression que je flottais dans l'espace. Et donc j'ai l'impression, c'était extraordinaire. J'ai dit, mais je ne vais pas dormir, ce sera extraordinaire. Et puis en fait, 5 minutes après, je dormais comme un loir. Et puis quand je me réveillais dans la nuit, pas besoin d'une montre, la Voie lactée avait tourné comme les aiguilles de ma montre. Et du coup, là, j'ai l'impression, je ne suis pas sorti indemne de cela. On se pose des grandes questions, mais on est quoi, on fait quoi, comment tout ça a démarré, etc. Et on comprend comment les philosophes ont démarré notre histoire. Et un homme qui n'a pas connu cette expérience, cette plongeuse en noir totale, toute la nuit, eh bien, il n'a pas complètement saisi les rapports de l'homme et du ciel. Donc j'engage chaque citoyen à aller dans le nord du Niger, dans les mains des rebelles, pour enfin comprendre le ciel. Et il faut vraiment aller aussi loin que ça, parce que... Parce que là, il n'y a pas de lumière à 400 km à la ronde. Et je répète que si vous prenez une lampe électrique pour regarder la carte du ciel, pour savoir qu'est-ce qu'il faut regarder, votre œil remet un quart d'heure pour se remettre dans l'obscurité. Et donc une telle expérience, on a très peu d'occasions. Même un bateau, sur votre bateau, il y a des lumières. Mais j'aurais envie de dire quand même que depuis le début de l'humanité, depuis peut-être 5 millions d'années, depuis que l'homme est sur Terre, il voyait ce même ciel profond que vous avez vu dans le désert. Et là, depuis un siècle, on ne le voit plus. Tout à fait. Et donc ça change les choses. Et chacun sait que dans notre société, la violence, qu'hélas nous regrettons, comme Boris Cyrulnik l'a dit mieux que moi, est la fille, non pas de la pauvreté, mais la fille de l'inculture. Et donc si on veut augmenter la culture, si on veut lutter contre la violence, avant d'envoyer la police, je proposerais qu'on regarde le ciel. Christian Bourdeil, donc vous êtes, je le répète, maire adjoint d'une commune de région parisienne. Alors comment est-ce que vous ressentez tout ça? Parce que je présume que dans votre commune, tout le monde veut absolument avoir toute la lumière allumée toute la nuit pour éviter les histoires de bandes qui traînent. Même à Gretz-Saint-Mavilly, on est à 35 km de Paris, donc on subit nos lumières, mais surtout les lumières de Paris, le halo. Je crois que ce qu'il faut, c'est que les élus disposent d'un protocole pour savoir s'ils en font trop ou pas assez, et comment ils doivent agir. Donc l'Association française d'astronomie est en train de mettre au point donc justement la possibilité d'appliquer à une commune une étude technique pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'un élu devant ce genre de problème, bien sûr, nous on dit bah oui, on va faire un effort, il faut préserver cet héritage. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, un élu est souvent désemparé. Donc il faut absolument qu'on ait justement les moyens de mener pour chaque commune, et c'est à chaque citoyen de demander à son maire et à son conseil municipal de faire
faire cette étude pour savoir s'ils vont au-delà et quelles sont les mesures qu'il faudrait prendre. Et là, ça sera très bien parce que chacun pourra faire du bon travail, parce que ce n'est pas simplement l'astronome amateur qui dit « moi, je ne vois pas les étoiles ». On pourra appliquer une étude technique tout à fait opérationnelle. Mais alors, si je vous demande de changer de casquette et de reprendre la casquette de président de l'Uranoscope, qui est une association en fait, qui permet aux astronomes du monde entier de communiquer entre eux, la pollution lumineuse, c'est un problème en fait mondial. C'est un peu comme le nuage de Tchernobyl, ça passe partout. Exactement, on le retrouve. Nous, on observe assez souvent donc, au Maroc, à Marrakech, à 2700 mètres d'altitude, à Loukameden, lieu que André Braic connaît bien. Et c'est pareil, Marrakech est en train de devenir une mégapole, le ciel devient orange et ça devient extrêmement compliqué. Alors messieurs, merci de vos éclairages qui étaient non polluants mais très éclairants. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis je vous propose quand même de passer la tête à l'extérieur, peut-être de vous éloigner un petit peu de votre maison, d'éteindre les lumières et puis de profiter de cette année internationale de l'astronomie pour regarder le ciel profond si cher à André Braic et d'avoir vous aussi la possibilité de regarder la Lune, ses cratères et les planètes. Bonsoir.